La prise de 92% du territoire en moins de 2 ans a renversé toutes les prévisions, mais le Burkina Faso n'a jamais semblé aussi fragile. Les prisons vidées et les 1500 hommes remis en marche dévoilent un contraste brutal entre effondrement annoncé et renaissance militaire assumée. Que signifie vraiment cette bascule pour un peuple qui voit en Ibrahim Traoré une promesse de souveraineté autant qu'un pari risqué? Dans le Sahel tendu, une ombre avance plus vite que les certitudes. Le pari engagé par le Burkina Faso ne se limite plus à une réforme militaire. Il redéfinit les enjeux de souveraineté dans une région longtemps tenue sous surveillance extérieure. En recentrant le pouvoir sur les dynamiques internes, le pays cherche à prouver qu'une sécurité durable peut naître sans dépendance structurelle. Le bénéfice attendu est clair. Stabiliser un territoire meurtri grâce à une mobilisation massive et un modèle de rédemption qui transforme les exclus en acteurs de protection nationale. Mais cette trajectoire s'accompagne d'un risque assumé, celui d'un déséquilibre institutionnel si la réussite militaire dépasse la capacité civile à absorber le changement. Le concept de justice appliqué ici se heurte à deux impératifs contradictoires. Garantir une réponse rapide à une menace asymétrique, tout en préservant une cohésion sociale fragilisée par des années d'inégalité. Cette tension alimente la curiosité internationale, car le Burkina Faso expérimente une mécanique politique qui pourrait influencer d'autres États du Sahel. Une microfracture persiste toutefois. Jusqu'où un pays peut-il aller pour sortir du chaos sans ouvrir la voie à une centralisation excessive du pouvoir? En moins de 24 mois, un renversement jugé impossible s'est produit. 92% du territoire perdu a été repris, et plus de 1500 villages ont retrouvé une présence administrative et sécuritaire. Ce double basculement, territorial et social, constitue la clé de lecture de la mutation burkinabé sous Ibrahim Traoré. Car derrière les chiffres s'étend une transformation plus profonde, celle d'un État qui choisit de reconstruire son pouvoir depuis la base, plutôt que par les discours diplomatiques. Au départ, les signes semblaient anecdotiques. Les routes du Nord s'ouvraient progressivement. Les marchés reprenaient un rythme après rythme. Les fermes abandonnées retrouvaient leurs premiers travailleurs. Puis le schéma s'est accéléré. Moins d'embuscades, retour des services publics, écoles réanimées par les chants des enfants. Cette dynamique n'a pas seulement restauré la sécurité, elle a réinstallé l'idée de continuité nationale, là où la fragmentation dominait. C'est ce contraste qui intrigue les observateurs. Comment une nation annoncée comme ingouvernable a-t-elle retrouvé une cohérence si rapide? La réponse se niche dans l'architecture même du Paris, Traoré. Les 15 600 ex-détenus intégrés aux unités pénitentiaires de combat ne représentent pas seulement une réserve militaire supplémentaire. Ils matérialisent une philosophie politique où rédemption et utilité publique se confondent. Ce modèle redistribue les rôles, redéfinit l'autorité et déplace le centre de gravité du pouvoir. Ce ne sont plus les institutions affaiblies qui dictent la résilience, mais les communautés qui la produisent depuis le terrain. L'effet de chaîne est visible. Routes saisies réparées, ponts remis à Serrivas, vagues de déplacés internes réinstallés. Cependant, cette réussite compressée dans le temps soulève une question lourde. Peut-on bâtir une souveraineté durable sur une mobilisation aussi radicale sans générer, en parallèle, une fragilité institutionnelle? Car chaque avancée sécuritaire exige un équilibre administratif encore précaire, et chaque victoire militaire impose un défi politique nouveau. Pour comprendre la mécanique intime de cette transformation, il faut regarder ceux qui la portent au quotidien. Dans les rues de Akesaoud, dans les rues de Ouagadougou, la mutation prend le visage de Moussa, ancien maçon condamné pour vol, désormais intégré aux unités pénitentiaires de combat. Il raconte avoir troqué la survie contre une mission, protéger les villages où il travaillait autrefois comme saisonnier. Son parcours n'est pas isolé. À Kaya, un groupe d'ex-détenus a participé à la réouverture d'une route stratégique, permettant le retour des commerces locaux après des années de fermeture.
Ces microcas éclairent la logique du programme. Une réhabilitation active qui repose sur l'idée que la dignité renaît dans l'action concrète. Les ex-détenus, transformés en agents de sécurité et de reconstruction, apportent un supplément d'énergie dans des zones épuisées par le conflit. Leurs gestes reconstruisent les liens sociaux, souvent plus rapidement que les structures administratives classiques. Les familles reviennent, les marchés se remplissent, les écoles rouvrent, et la présence de ces hommes, autrefois marginalisés, devient un signal d'espoir. Cette dynamique reste cependant fragile. Les craintes persistent face au risque de voir émerger une force difficile à contrôler ou susceptible d'être instrumentalisée. Mais le terrain montre une réalité nuancée. Ces unités, en étant étroitement liées aux populations locales, réintroduisent une forme de souveraineté enracinée, plus proche des besoins quotidiens. Ce système crée un paradoxe structurant. La société se renforce par ceux qu'elle avait exclus. Et c'est précisément ce renversement qui redéfinit l'horizon politique du Burkina Faso. So what final? Une rédemption peut devenir stabilité durable. L'enchaînement des événements commence par un geste décisif. L'ordre bref d'ouvrir les cellules et de libérer les hommes considérés comme inutiles derrière les barreaux. Ce déclencheur, annoncé comme un chaos annoncé par les chancelleries étrangères, devient au Burkina Faso un point de retournement radical. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État abandonne la logique punitive classique pour une mobilisation de masse qui change immédiatement le rapport de force dans les zones fragiles. Les gardiens ouvrent nombre les portes, les détenus sortent au petit matin, déroutés mais disponibles. Et l'administration réagit avec une rapidité inhabituelle. À Bobo Dioulasso, les uniformes neufs sont distribués. À Ouagadougou, les listes d'affectation circulent dès la première heure. Curé, Kichwat. La machine s'enclenche sans pause. Les camps de Pau et de Koudougou tournent jour et nuit, formant des recrues dont le passé, pourtant lourd, devient un capital de survie. Les instructeurs, habitués à gérer des conscrits, découvrent des hommes motivés par un instinct de rédemption, prêts à absorber des semaines d'entraînement en quelques jours. Sur le terrain, les premiers signaux apparaissent. Routes sécurisées, patrouilles visibles, présence accrue dans les hameaux isolés. Les populations, longtemps enfermées dans la peur, voient revenir un sentiment oublié, la maîtrise du territoire. À ce stade, l'onde de choc atteint son sommet lorsque les déploiements simultanés commencent dans les zones du Nord, là où les attaques nocturnes étaient quasi quotidiennes, les embuscades reculent de 72%. Les CPU, ces unités pénitentiaires de combat, se positionnent sur les axes stratégiques, protègent les champs, escortent les commerçants, soutiennent les forces régulières dans des opérations rapides. Les retours sont immédiats. Marchés rouverts, écoles réhabilitées, familles rentrées de l'exil. Des milliers de paysans reprennent possession de leurs terres. Pour la première fois depuis des années, les villages entendent autre chose que le fracas des armes. Les tambours reviennent, les cérémonies reprennent, les nuits redeviennent supportables. Ce mouvement coïncide avec l'élargissement de la souveraineté administrative. Plus de 1500 villages reconquis reçoivent à nouveau un encadrement étatique, consolidant ainsi l'effet stratégique du programme. Du champ. Une fois l'impulsion donnée et le pic de transformation atteint, les répercussions se déploient sur tout le pays. Le volume des échanges marchands augmente de 28% en 6 mois, conséquence directe de la sécurisation des routes. À Ouagadougou, la criminalité baisse de 48%, grâce à l'intégration des anciens détenus dans des rôles de médiation et de surveillance communautaire. Les retours à l'école augmentent testant de 20 000 enfants dans les zones précédemment désertées. La dynamique touche également le tissu social. Les familles qui avaient fui reviennent. Les terres abandonnées retrouvent dans des travailleurs. Les infrastructures meurtries sont réparées par ceux qui avaient autrefois été considérés comme un poids. Cependant, une tension sourde persiste. Les sceptiques soulignent le risque d'une force parallèle, difficile à contrôler si la cohésion institutionnelle ne suit pas. Les capitales occidentales
évoquent une dérive militariste possible. Mais les fessés du terrain, eux, racontent une autre histoire. Un pays qui se reconstruit à partir de ses marges, qui transforme la misère en énergie politique et qui impose une nouvelle logique géopolitique dans le Sahel. Cette séquence activation, sommet, répercussion redéfinit la trajectoire du Burkina Faso et pose une question centrale. Jusqu'où peut aller une nation lorsqu'elle fonde son renouveau sur la rédemption en mouvement? En partant d'une situation où l'État ne contrôlait qu'une fraction critique de son territoire, la progression actuelle marque un saut structurel. Passer d'un espace fragmenté à un pays ayant récupéré 92% du territoire constitue un delta stratégique rarement observé au Sahel. Ce chiffre, souvent brandi comme un symbole politique, repose pourtant sur un mouvement très concret, la réduction drastique des zones hors administration, remplacées par des corridors sécurisés et des points d'appui communautaires. Cette révolution n'est pas qu'un succès militaire. Elle réinstalle la continuité territoriale, indispensable à la reprise économique. Le deuxième indicateur majeur est la chute de 72% des attaques routières. Ce pourcentage traduit, bien plus qu'un simple recul de la violence, une modification du rapport de force entre groupes armés et populations locales. Là où les embuscades dominaient, les patrouilles mixtes, forces régulières et unités issues des ex-détenus, ont rétabli une liberté de circulation qui était perdue depuis des années. Ce delta sécuritaire explique la réouverture des axes commerciaux, la reprise des marchés régionaux et la relance des flux entre les campagnes et les villes. Le troisième pivot quantitatif repose sur la baisse de 48% de la criminalité urbaine à Ouagadougou. Cet indicateur, souvent sous-estimé, éclaire pourtant un phénomène central du modèle mis en place sous Ibrahim Traoré, la réintégration sociale par la fonction publique. Les anciens détenus affectés à des tâches de médiation, de surveillance et de reconstruction deviennent des stabilisateurs urbains. Cette réduction de presque la moitié des crimes enregistrés rétablit la confiance des habitants dans les institutions locales, ce qui nourrit un cycle vertueux. Plus de signalements, plus de coopération, plus de présence dans les quartiers vulnérables. Ces trois chiffres, 32%, 72%, 48%, forment l'ossature factuelle d'un changement profond. Mais chacune de ces données implique des contraintes et des tensions. Restaurer 92% du territoire exige un appareil administratif capable d'occuper, gérer et distribuer des ressources dans des zones récemment libérées. Réduire de 72% les attaques routières suppose un maintien constant des patrouilles et une coordination continue entre unités militaires et populations locales. Faire baisser la criminalité de 90% implique un encadrement rigoureux pour éviter qu'une force née de la rédemption ne se transforme en outil de contrôle excessif. Ces indicateurs dévoilent une vérité essentielle. La réussite du programme dépend de sa capacité à rester calibré, car chaque victoire crée une demande nouvelle. Plus les zones se stabilisent, plus la pression augmente pour fournir services publics, infrastructures et justice restaurative. Le pays ne peut pas se contenter d'avoir sécurisé le terrain. Il doit désormais consolider les transformations sociales qu'il a déclenchées. Dans cette dynamique, les unités pénitentiaires de combat ne sont pas seulement un levier opérationnel, mais un test politique. Jusqu'où un État peut-il transformer des marges sociales en colonne vertébrale sécuritaire sans basculer vers une militarisation excessive? Les chiffres prouvent l'efficacité du modèle, mais la stabilité à long terme devra prouver sa résilience institutionnelle. Deux interprétations majeures s'affrontent désormais autour du modèle burkinabé. La première, défendue par ses partisans, affirme que la stratégie d'intégrer 600 ex-détenus dans les unités pénitentiaires de combat constitue une innovation décisive. Pour eux, cette réhabilitation active répond à un double impératif: combler un déficit criant de troupes
et restaurer la dignité de groupes longtemps marginalisés. Selon cette lecture, le pays n'avait plus le luxe des réformes graduelles. Face à une guerre asymétrique, seule une solution radicale pouvait inverser la trajectoire nationale. Les résultats tangibles: baisse de 72% des attaques routières, retour de 1500 villages dans le giron administratif, chute de 48% de la criminalité urbaine, conforte ce point de vue. L'argument opposé pointe cependant une faille structurelle: la militarisation accélérée d'un segment social sans garantie institutionnelle solide. Les observateurs internationaux redoutent qu'une force issue d'une telle rédemption ne soit difficile à contrôler à long terme. Ils citent que les précédents historiques où des unités ayant acquis une légitimité populaire se sont transformées en pôles de pouvoir autonomes, parfois en concurrence avec l'État. Pour ces critiques, le modèle Traoré pourrait produire une résilience immédiate, mais une vulnérabilité profonde à moyen terme, particulièrement si les institutions civiles peinent à suivre le rythme de la transformation sécuritaire. La réponse à ce duel d'interprétation se trouve dans les données de terrain. Les CPU n'opèrent pas comme une armée parallèle détachée de la société. Elles fonctionnent en interaction directe avec les communautés, sous supervision étatique et dans un cadre défini par les besoins territoriaux. Leur efficacité repose précisément sur cette proximité. Le recul massif de l'insécurité n'est pas le fruit d'une militarisation aveugle, mais d'une articulation pragmatique entre justice restaurative, pression sécuritaire et reconstruction locale. Le modèle n'évite pas les risques, mais il démontre qu'une transformation rapide peut être stabilisée lorsqu'elle reste ancrée dans les dynamiques sociales plutôt que dans une structure de force autonome. À ce stade, au milieu des avancées rapides, un détail souvent négligé change discrètement la dynamique nationale: la manière dont les communautés elles-mêmes réinterprètent la présence des unités pénitentiaires de combat. Là où l'État n'apparaissait plus que comme une silhouette lointaine, ces hommes issus de la marginalité deviennent des relais humains capables de tisser un lien direct entre institutions fragilisées et villages meurtris. Ce basculement n'est pas spectaculaire, mais il restructure l'autorité plus sûrement qu'une opération militaire classique. Dans plusieurs zones du Nord, les habitants racontent que la peur se dissipe moins grâce aux armes qu'à la routine retrouvée. Routes entretenues quotidiennement, champs protégés à l'aube, écoles rouvertes sous escorte légère. Ce travail humble, presque invisible, donne à la souveraineté une matérialité nouvelle. Il inscrit la sécurité dans des gestes quotidiens plutôt que dans des décrets. Pour Ibrahim Traoré, ce midpoint marque un test crucial. Prouver que la rédemption collective peut devenir une infrastructure d'État et non une simple réponse d'urgence. Si ce modèle s'enracine, il pourrait transformer durablement la façon dont un pays du Sahel exerce son autorité, non plus depuis les capitales, mais depuis l'ancrage communautaire. Les effets concrets du modèle burkinabé se lisent à travers 4 cercles d'impact distincts, chacun révélant comment la stratégie impulsée sous Ibrahim Traoré recompose les équilibres sociaux, économiques et politiques du pays. 1. Niveau national, NN. À l'échelle de l'État, le premier résultat tangible est la restauration d'une continuité territoriale longtemps effondrée. La récupération de 92% du territoire, combinée au retour de plus de 1500 villages dans le giron administratif, permet au gouvernement de réactiver des services essentiels: registre civil, postes de santé, réseaux scolaires. Cette reterritorialisation de l'autorité réduit mécaniquement la présence des groupes armés qui perdaient leur zone refuge au fur et à mesure de l'avancée des CPU. Pour la première fois depuis des années, l'État peut planifier, plutôt que réagir, un changement structurel. 2. Doanyip, secteur économique, DN. Le commerce intérieur, longtemps paralysé par les embuscades, et Routso Koukoupe, profite directement de la chute de 72% des attaques routières. Les transporteurs reprennent leur trajet
Les marchés régionaux se reconnectent et le volume des échanges augmente de 28% en 6 mois. Les producteurs agricoles trouvent à nouveau des débouchés et les commerçants urbains diversifient leurs approvisionnements. Cette stabilisation sécuritaire attire aussi des investissements locaux, notamment dans la réhabilitation des infrastructures. Le secteur privé, souvent marginalisé dans les crises du Sahel, devient ici un acteur clé de la résilience économique. 3. Non-done, société civile, ND. Pour les populations, l'impact quotidien constitue la transformation la plus visible. Le retour de 20 000 enfants à l'école, dans des zones longtemps abandonnées, témoigne d'un rétablissement de confiance. Les familles déplacées regagnent leurs terres, les champs sont replantés, les cérémonies communautaires reprennent. La baisse de 48% de la criminalité à Ouagadougou renforce le sentiment de sécurité dans les quartiers populaires. Les CPU, en intervenant dans des rôles mixtes, protection, médiation, reconstruction, deviennent des repères sociaux, parfois plus proches des habitants que les institutions traditionnelles. Cette réinsertion active réduit les tensions et répare progressivement le tissu social abîmé. 4. Coût VUC, dimension régionale, KAV. L'écho du modèle dépasse les frontières. Au Mali, au Niger et au Tchad, certains responsables suivent de près l'approche de rédemption opérative instaurée par Ibrahim Traoré. La capacité du Burkina Faso à s'extraire rapidement d'une trajectoire de fragmentation intrigue autant qu'elle inquiète. Elle remet en cause un demi-siècle de doctrines sécuritaires importées et fragilise les logiques de tutelle régionale. Si les résultats se maintiennent, le pays pourrait devenir un précédent politique, un laboratoire de souveraineté appliquée qui redéfinit les marges de manœuvre des États du Sahel dans un contexte international tendu. Au croisement de ces 4 cercles se dessine un constat clair. L'efficacité du modèle repose sur une articulation fine entre sécurité, rédemption sociale et reconstruction économique. Le pays gagne en autonomie, mais cette dynamique exige une continuité politique rigoureuse pour ne pas se dissoudre dans les risques d'une militarisation excessive. Les mois à venir ouvriront 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso, chacune porteuse d'opportunités, mais aussi de fragilité. La dynamique actuelle, fondée sur la sécurisation rapide et la rédemption active, peut se transformer en moteur d'équilibre ou en foyer de tension si les institutions peinent à suivre la cadence. Scénario 1. Base case. Stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, le pays consolide les acquis sécuritaires obtenus depuis 2 ans. Les CPU continuent d'opérer sous supervision stricte de l'État. Les collectivités locales réactivent leurs services et l'administration investit massivement dans les zones libérées. La criminalité urbaine poursuit sa baisse, les écoles rouvertes se stabilisent et les flux économiques intérieurs se renforcent. Ce scénario repose moins sur de nouvelles opérations militaires que sur la capacité administrative à absorber l'élan créé sur le terrain. Le risque principal demeure la lenteur institutionnelle, qui pourrait freiner la consolidation. Scénario 2. Optimistique. Diffusion régionale du modèle. Ici, le succès burkinabé devient un catalyseur pour le Sahel. Plusieurs États voisins confrontés à des crises similaires s'inspirent de l'approche combinant rédemption sociale et efficacité sécuritaire. Une coopération accrue émerge, notamment dans la gestion des frontières et le partage de renseignements. Les CPU évoluent vers une force civile militaire intégrée, davantage stabilisée, et le pays gagne un rôle d'influence dans les architectures régionales. Ce scénario requiert une maîtrise parfaite du modèle afin d'éviter toute ambiguïté sur son cadre démocratique. Scénario 3. Worst case. Dérive institutionnelle. Le plus redouté reste la possibilité qu'une militarisation excessive prenne le dessus. Si les CPU deviennent un instrument de pouvoir incontrôlé, ou si l'État s'appuie trop lourdement sur elles pour compenser des institutions civiles fragiles,
le pays risque un glissement autoritaire. La fragmentation interne pourrait réapparaître, les tensions régionales s'aggraveraient et les partenaires internationaux pourraient imposer des sanctions. Ce scénario négatif, bien que non inévitable, rappelle que toute rédemption rapide comporte un prix politique. Selon cette transition, pour naviguer entre ces trois trajectoires, une logique s'impose. Stabiliser d'abord les institutions civiles, puis transformer la puissance issue de la rédemption en gouvernance durable. Autrement dit, réussir exige autant de maîtrise que de courage. Au-delà des chiffres et des stratégies, la transformation du Burkina Faso touche directement la vie des citoyens. Pour beaucoup, ce bouleversement redéfinit leur rapport au pays, à la sécurité et même à l'avenir. Trois cercles d'audience perçoivent cette mutation avec une intensité différente, mais tous en subissent l'impact quotidien. À ce stade, elles vivent le changement dans sa forme la plus immédiate. Routes praticables, champs protégés, cérémonies rétablies. Pour des villages longtemps isolés, la sécurité retrouvée signifie plus qu'un retour à la normale. C'est la reconquête d'une dignité effacée par des années de peur. Les enfants repartent à l'école, les marchés reprennent et les liens communautaires renaissent. À ce stade, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la baisse de la criminalité a rétabli une respiration sociale. Les quartiers autrefois saturés de tensions voient réapparaître une forme de confiance collective. La réhabilitation des anciens détenus en acteurs publics bouscule aussi les perceptions. La frontière entre faute et rédemption devient un terrain d'apprentissage pour une génération avide de repères nouveaux. À ce stade, pour eux, le Burkina Faso devient un miroir. Ce qui se joue dans le pays ne représente pas seulement un enjeu national, mais une interrogation sur l'avenir du continent. Jusqu'où un peuple peut-il réinventer son destin en dehors des modèles hérités? Cette audience, dispersée mais attentive, voit dans cette expérience un signal que les solutions africaines peuvent rivaliser avec les doctrines étrangères. À travers ces trois regards, la mutation burkinabé dépasse la politique pour devenir une expérience humaine, où chacun redécouvre sa place dans une souveraineté en reconstruction. Pour pérenniser les avancées, le Burkina Faso doit suivre un plan précis. 1. Stabiliser l'administration, déployer civils et services dans les zones libérées. 2. Encadrer les CPU, maintien sous supervision étatique, formation continue, contrôle légal. 3. Renforcer la cohésion sociale, médiation communautaire et justice restaurative. 4. Diversifier l'économie, routes, agriculture, PME locales pour réduire la dépendance extérieure. 5. Mesurer les progrès, indicateurs précis sur écoles, services, marchés et stabilité des villages. Si ces étapes s'alignent, la puissance née de la rédemption devient gouvernance durable. Les trajectoires individuelles éclairent la transformation collective. Moussa, ancien maçon, incarne cette rédemption. Uniforme porté avec fierté. Gestes quotidiens qui reconstruisent routes et villages. Les communautés redécouvrent la confiance et la dignité grâce aux actions concrètes des ex-détenus. Ibrahim Traoré montre ainsi que reconstruire un pays passe par ceux que la société avait rejetés. La rédemption devient puissance lorsqu'elle sert tous. Chaque pas, chaque effort rappelle que la souveraineté se pratique et que la reconstruction ne dépend pas seulement de l'État, mais des individus et des communautés. La transformation du Burkina Faso dépasse la sphère militaire. C'est un retour de confiance, de dignité et de souveraineté. Les choix impulsés par Ibrahim Traoré invitent chacun à réfléchir à sa place dans ce renouveau. Comment soutenir ces modèles fondés sur la rédemption et l'autonomie? Comment contribuer, même modestement, à renforcer cette dynamique? Le débat reste ouvert. Observer, s'engager ou simplement porter un regard renouvelé sur les trajectoires africaines peut déjà transformer la perception collective. Et vous, quelle place souhaitez-vous prendre dans cette histoire en marche ?